Il est 18h14 à Paris, vous êtes en direct sur France 24. Bonsoir Emmanuel Izoz. Bonsoir. Madame. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Je le disais à l'instant, les chefs d'État africains ont désigné Robert Mugabe pour prendre donc la présidence de l'Union africaine. Robert Mugabe, un dictateur ça fait 30 ans, un autocrate qui dirige son pays d'une main de fer depuis 30 ans, sous sanctions internationales. Est-ce que ce soir vous vous félicitez de cette désignation, vous êtes un peu gêné? Écoutez, vous savez, la désignation du président de l'Union africaine répond à un processus qui passe par une règle de la rotation entre régions. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique australe de désigner le président en exercice de l'Union africaine. Il se trouve que c'est le Zimbabwe. Le président Mugabe a été désigné par ses pairs. Ses pairs ont cru en son expérience et sans doute ont pensé que cette expérience pouvait aider à l'évolution de l'Union africaine. La polémique que vous évoquez n'est certainement pas nourrie au sein de l'Union africaine, peut-être ailleurs, mais ce qui est important, c'est que les chefs d'État africains aient compris l'avantage à gagner en désignant le président Mugabe à la tête de notre organisation. Donc vous n'êtes pas gêné, vous le soutenez au contraire. Mais le Gabon est un membre de l'Union africaine. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État, ne peut pas gêner le Gabon. Est-ce que c'est pas malgré tout un mauvais signal envoyé aux populations africaines, c'est-à-dire qu'on s'arrange finalement entre élites africaines et peu importe les problèmes de la population, et je pense à la population du Zimbabwe qui souffre de la faim et qui vit sous dictature? Ça ne peut pas être... Les règles de l'Union africaine, ce sont des règles légitimes et qui ont été conçues avec l'assentiment des États africains, par conséquent avec l'assentiment des populations africaines. Et ces règles indiquent qu'il faut désigner le président en exercice sur cette base-là. Les chefs d'État qui ont la légitimité de le faire ont désigné un des leurs. Le président Mugabe va assumer ses responsabilités, sans doute en se basant sur l'expérience qu'il a pu accumuler et dans l'intérêt de l'organisation. Donc pour moi, ça ne devrait pas poser le problème que vous êtes en train d'évoquer. Il est interdit quand même de voyager, ce président Mugabe en Europe et en Occident. Et en Occident, bah oui, mais il y a quand même des sommets qui se font en Europe et en Occident. Qui va le représenter parce qu'il ne sera pas admis à ces sommets? Les préoccupations de l'Union africaine, les préoccupations des populations africaines résident fondamentalement à l'intérieur du continent africain. Donc, sur cette base-là, le président Mugabe a un espace bien défini pour pouvoir circuler, contacter ses pairs et discuter en toute quiétude avec ses interlocuteurs pour faire avancer la cause africaine. Naturellement, l'Union africaine a des partenariats avec le monde international, la communauté internationale, et on appréciera la réaction que la communauté internationale aura le moment venu sur la nécessité pour lui de se déplacer dans telle ou telle destination. Un sommet qui est consacré à la lutte contre le terrorisme, qui est aujourd'hui un véritable fléau en Afrique, notamment la lutte contre Boko Haram. Il a été décidé de créer une force régionale de 7500 hommes. Est-ce que le Gabon participera à cette force? Parce que souvent en Afrique, on annonce la création de forces régionales et on se rend compte qu'au moment où il faut les mettre sur pied, eh bien, on ne trouve pas d'hommes. Est-ce que le Gabon va participer à cette force? Déjà, il faut saluer cette décision parce que, comme vous le comprenez, vous le savez très bien, l'année dernière, peut-être même avant, l'Union africaine a été critiquée et accusée d'indolence vis-à-vis du terrorisme. Donc, c'est une décision qui vient à point nommé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a donc décidé de déployer une force multinationale, africaine naturellement, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord programmer son déploiement. Il faut naturellement définir, voir quels sont les pays qui y vont contribuer. Votre question, c'est de savoir si le Gabon va contribuer à cette force. Je voudrais, avant de donner exactement la réponse que vous attendez, préciser les vues du Gabon par rapport à la lutte contre le terrorisme. Le déploiement d'une force, c'est bien. Mais la lutte contre le terrorisme impose une stratégie qui prend en compte un certain nombre de facteurs. Il y a le renseignement, il faut coopérer dans le domaine du renseignement, il faut coopérer pour lutter contre la cybercriminologie, parce que le terrorisme se nourrit de la cybercriminologie. Il faut coopérer pour couper les circuits financiers et il faut coopérer pour avoir des unités spéciales qui peuvent, sans pour autant se faire identifier, agir dans les secteurs où le terrorisme prospère. Mais la coopération, ça ne marche pas très bien, cette coopération régionale. C'est une stratégie importante, c'est une stratégie globale qui peut se faire au niveau du continent comme au niveau de la sous-région.
au niveau de la sous-région, parce qu'il faut le signifier, les pays de la commission du bassin du lac Tchad ont déjà commencé à déférer une sorte d'une base pour la coopération régionale. C'est le Tchad, c'est le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Au niveau de la CAC, nous ne sommes pas insensibles. Au niveau de l'Afrique centrale, nous ne sommes pas insensibles parce qu'il y a 2 pays qui sont touchés. Et la CAC offre des mécanismes qui me paraissent importants à réactiver. C'est le COPAX, le Conseil de paix et de sécurité de la CEAC, et c'est le pacte de solidarité. À partir de là, on peut bâtir toute une stratégie qui peut renforcer ce qui est déjà annoncé par l'Union africaine. Pourquoi on a attendu, Monsieur le Ministre, aussi longtemps? Parce que vous me parlez de tous ces mécanismes de coopération, que voilà, il y a plein de mécanismes qu'on peut mettre en place. Mais je vous ai dit, depuis 2009, je vous ai dit que l'Union africaine a été. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes au Nigeria, et pourquoi finalement ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se soucie et qu'on parle de coopération? Non, ce n'est pas parce qu'on parle on annonce la mise en place, le déploiement de cette force que les efforts des pays africains n'ont débuté qu'aujourd'hui. Ce serait faire insulte aux dirigeants africains qui ont déjà pris à cœur la nécessité de lutter contre ce fléau. Il y a des actions qui ont été menées. Le Tchad et le Cameroun sont en train de mobiliser leurs forces armées pour lutter contre Mais le Cameroun s'est quand même senti bien seul. Seul dans le déploiement des forces. Mais il y a une solidarité internationale qui s'est manifestée au bénéfice du Cameroun. Alors justement, vous parlez de solidarité. On a vu le président Ali Bongo à Paris participer à cette grande marche républicaine pour dénoncer le terrorisme. Et certains se demandent pourquoi ces chefs d'État africains, et dont Ali Bongo, qui était à Paris en signe de solidarité, eh bien, ne sont jamais allés au Nigeria aux côtés de Goodluck Jonathan pour lui affirmer leur solidarité aussi. On ne peut pas l'affirmer puisque vous savez comment les États fonctionnent. Ça peut être des initiatives au niveau des chefs d'État, ça peut être des initiatives menées par leurs envoyés spéciaux. Et moi, je me souviens que l'année dernière, le président Ali Bongo Ondimba m'a envoyé auprès de son frère et ami, le président Goodluck Jonathan, pour... Oui, mais il ne s'est pas déplacé lui en personne, comme d'ailleurs il s'est déplacé à Paris en personne. Mais ils n'ont pas besoin de se déplacer puisqu'ils se contactent, ils se concertent. Mais c'est le symbole, hein, Monsieur le Ministre. Oui, vous savez bien, à Paris, c'était le symbole. Mais une occasion s'est présentée. Une occasion s'est présentée. Il y a des concertations entre chefs d'État sur ces questions-là. Il y a des discussions. Il y a des engagements qui sont pris et le Gabon s'inscrit dans cette logique. Alors l'autre sujet qui va être abordé lors de ce sommet, c'est évidemment la Libye, où règne le chaos, où règnent les trafics d'armes, repères de terroristes. Et là, il y a quand même division des pays africains. Certains sont pour une solution politique, qui est difficile en ce moment parce qu'on sait qu'il y a une multiplication des groupes armés, et d'autres pour une intervention militaire internationale. Quelle est la position du Gabon ? D'abord, il faut préciser que le Gabon, qui est État partie à toutes les conventions internationales sur le terrorisme, condamne le terrorisme avec véhémence. Le terrorisme ne peut pas laisser insensible la communauté internationale. Donc il faut s'inscrire dans une logique de condamnation, il faut s'inscrire dans une logique de lutte contre le terrorisme. Vous êtes pour une intervention militaire internationale ou une solution politique? Par rapport à la Libye, évidemment, il y a un débat sur le mode opératoire. Il y en a qui pensent qu'une solution militaire est appropriée, est indiquée, et il y a d'autres qui pensent que l'OTAN peut être encore laissée à une solution politique. L'Union africaine a pris cette option-là. Le Gabon est étant membre de l'Union africaine. Le Gabon est solidaire de cette position. Le Gabon a toujours pensé que la négociation politique est beaucoup plus effective quand on veut chercher des solutions durables. Donc pour le Gabon, c'est la solution politique qu'il faut privilégier. Parce que vous n'avez quand même pas répondu à ma question tout à l'heure. Le Gabon va envoyer combien d'hommes dans cette force régionale pour lutter contre le terrorisme? Mais vous m'avez pas laissé terminer. Vous savez. Allez-y, donnez-moi un chiffre approximatif. Mais je vous ai dit qu'il y a plusieurs paliers où on peut lutter contre le terrorisme. Contribuer à la lutte contre le terrorisme ne nécessite pas forcément qu'on envoie des troupes militaires. On peut lutter dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. On peut lutter dans le cadre de l'identification des circuits de financement. On peut lutter en coopérant dans le domaine des renseignements et on peut lutter dans d'autres matières. Voilà, en tout cas pas d'annonce. C'est une stratégie globale. Une stratégie globale, mais en tout cas, on n'aura pas de chiffres ce soir. Il y aura des élections au Gabon en 2016, une élection qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. On a vu une manifestation le 20 janvier d'ailleurs qui a dégénéré. L'opposition affirme aujourd'hui que le président Ali Bongo n'est pas gabonais, qu'il serait un enfant adopté au Biafra, ce qu'il dément.
Est-ce que vous estimez que c'est une manipulation aujourd'hui de l'opposition et comment va faire le président pour chasser le soupçon? Je pense qu'il faut intéresser aux Gabonais, il faut intéresser les Gabonais à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, ce n'est pas d'ergoter sur la nationalité du président de la République. Le président de la République est gabonais. Il est connu au Gabon, il a été élu. Le président de la République est gabonais. Il ne faut pas distraire les populations. Le plus important pour les populations gabonaises, c'est de voir comment les acteurs politiques, les différentes familles politiques se positionnent. Nous sommes en démocratie. Se positionnent à la fois par rapport à la loi et par rapport aux préoccupations fondamentales des populations. C'est ça la démocratie. Alors justement, les préoccupations des populations, je sais ce que c'est un meilleur niveau de vie. Et depuis un an, au Gabon, il y a une multiplication de grèves dans le secteur pétrolier, dans l'administration publique. Il y a des grèves partout. Là, c'est vraiment des grèves à répétition qui durent un mois, 2 mois dans le service. On n'en connaît pas autant, par exemple, en France. Ah si, madame. Mais là, c'est vraiment sur la longueur dans le secteur pétrolier. Ça a duré des semaines et des semaines. C'est une question d'organisation. Bon, il y a beaucoup de grèves depuis un an et qui s'étendent vraiment sur la durée. Comment vous allez faire pour calmer la colère de ces populations, des grévistes également, alors que les revenus de l'État gabonais sont en baisse aujourd'hui en raison justement de la baisse des cours du pétrole? Votre question vient à point nommé parce qu'elle me permet de bien développer l'idée que je commençais déjà à développer. Je disais qu'en démocratie, ce qui est important, c'est de voir le positionnement des familles politiques, des partis politiques, des acteurs politiques par rapport aux préoccupations fondamentales des populations. Et sur ce point, le PDG, le PDG qui est le parti au pouvoir, vous le savez très bien, avec les autres partis qui font partie de la majorité, ont une offre politique qui se traduit par le plan stratégique Gabon émergent. Programme politique avec des déclinaisons en termes de schéma directeur, ainsi de suite. Les autres familles politiques qui se réclament de l'opposition n'ont aucune offre politique viable à proposer aux populations. Et il y a dans l'opposition, un front uni, qu'on appelle le Front uni de l'opposition pour l'alternance, et qui a bâti sa démarche sur le rejet de la loi, le rejet de l'ordre constitutionnel, et puis qui a pour offre politique l'insurrection. La mobilisation de la rue pour créer le chaos dans le pays, susciter une situation qui peut être présentée à l'extérieur comme étant une situation de crise et inviter ainsi la communauté internationale au débat national, mettre en veilleuse les institutions et ainsi trouver l'occasion de se retrouver dans la gestion des affaires de l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle chercher à prendre le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Pardonnez-moi, monsieur Madame, le ministre. Ça, c'est condamnable par la communauté internationale. Il faut le condamner. Ce qu'on sait aujourd'hui, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, c'est qu'il y a quand même un tiers des Gabonais aujourd'hui qui vivent toujours sur le seuil de pauvreté. Et pourtant, Ali Bongo est quand même au pouvoir depuis quelques temps. Depuis 5 ans. Il y a ce grand projet Gabon, 5 ans, oui. Et toujours un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et il y a de la gronde. On a parlé de cette gronde sociale aujourd'hui au Gabon. Ça sera ma dernière question. Est-ce que la destitution du président Blaise Compaoré qui a été chassé par la rue, est-ce que selon vous, est-ce que ça a marqué un tournant dans les esprits à la fois chez les élites et chez les populations? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, ce qui est arrivé à Blaise Compaoré pourrait nous arriver à nous également? C'est-à-dire un ras-le-bol des populations qui en ont assez d'autocrates, qui en ont assez de familles qui règnent depuis 50 ans sur un pays, d'élites qui s'enrichissent et des populations qui vivent parfois encore dans la misère. Vous posez 10 000 questions à la fois. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes ces questions-là. Je vais d'abord commencer par préciser... Non, rapidement, sur Blaise Compaoré, il ne faut pas transposer le cas du Burkina Faso au Gabon. Ce sont des situations qui ne sont pas comparables et qui ne peuvent pas être observées, examinées, appréciées sur la même grille de lecture. Et pour ce qui est du Gabon, l'OTAN des nations n'est pas celui des hommes. Il y a un programme politique qui a été conçu, qui a été proposé. Les résultats commencent à se faire ressentir. Il faut une durée, il faut un certain temps pour que la population perçoive dans son quotidien les retombées de ce projet politique. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un projet politique, le plan stratégique Gabon émergent, qui est en train d'être mis en œuvre et qui a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Izos d'être venu sur le plateau de France 24. C'est à moi de vous remercier. Ministre des Affaires étrangères du Gabon.